Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux qui s'achèvent demain lundi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, désigné nouveau président de l'UA, succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. 1000 jeunes de la commune d'Abobo bénéficient de financement pour booster leurs activités. Jeunes entreprenants, ils ont reçu des chèques d'une valeur de plus de 512 millions de francs CFA. Ces jeunes exerçant dans le commerce, les services, l'élevage, l'artisanat et l'agriculture veulent servir d'exemple aux autres. Autre action saluée dans le secteur privé, la revalorisation des primes de transport. L'arrêté a été pris le 30 janvier dernier par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Employés, employeurs et organisations syndicales donnent leurs avis et propositions sur ces primes mensuelles de transport des travailleurs décidées par le gouvernement. Les bureaux de vote ont fermé au Cameroun. Les électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés et conseillers municipaux. Le scrutin s'est déroulé dans le calme mais sans grande affluence. Le parti du président Paul Biya est donné favori, d'autant plus qu'une partie de l'opposition a appelé au boycott. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président ivoirien Alassane Ouattara et ses pairs de l'Union africaine sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie et ce 33e sommet de l'UA ouvert ce dimanche referme ses portes demain lundi. Les chefs d'État et de gouvernement affichent leur volonté de faire taire les armes en Afrique et noter que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, désigné aujourd'hui comme nouveau président de l'Union africaine, veut œuvrer à la résolution des conflits sur le continent. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Notez justement qu'avant la cérémonie d'ouverture du 33e sommet de l'Union africaine, hier samedi s'est tenu un forum de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA. Le président ivoirien Alassane Ouattara a fait une présentation en sa qualité de champion du suivi de la mise en œuvre de cet agenda et il a présenté son deuxième rapport, comme nous l'explique notre envoyé spécial Viviane Aimé. Organisé ce samedi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le forum de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine avait pour principal intervenant le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, désigné pour être le champion ou chef de file pour la promotion et le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Mais au fait, qu'est-ce que l'agenda 2063 ? Il s'agit du plan de développement visant à transformer l'Afrique en une puissance mondiale, plan que les pays au sein de l'Union africaine se sont engagés dans leur ensemble lors du 24e sommet de l'Union africaine à mettre en œuvre. Ils se sont aussi fixé une échéance, réaliser ce plan de développement au bout de 50 ans, d'où l'échéance 2063. Ce plan de développement comporte des projets phares qui vont lancer l'intégration du continent africain. 2013-2020, en 7 ans, quel est l'état d'avancement de ces différents projets intégrateurs? L'intervention du champion désigné par l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 était donc très attendue. Devant un parterre composé de décideurs politiques et de hauts responsables de l'organisation panafricaine, le chef de l'État ivoirien a fait un exposé très documenté sur l'état actuel de la réalisation des différents projets et les difficultés rencontrées. Mon second rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et de son premier plan décennal 2014-2023 a été préparé à partir des rapports nationaux de 31 États membres et de 6 communautés économiques régionales. Ce rapport est le fruit du processus de mise en œuvre du cadre de suivi et évaluation harmonisé au sein des États membres. Il souligne les progrès et les résultats enregistrés ainsi que les défis à relever dans les domaines prioritaires. Il propose des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée afin de parvenir à la réalisation de cette grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques que l'Afrique s'est fixés.
a réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre de certains projets phares qui ne doivent pas masquer les retards enregistrés dans la concrétisation de plusieurs d'entre eux. Ainsi, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine à la suite des décisions du sommet extraordinaire de Niamey en juillet 2019 est un réel motif de satisfaction pour nous tous. Seule l'unité de l'Afrique permettra à notre continent de faire efficacement face aux grands défis des échanges commerciaux mutuellement enrichissants et de contribuer à redéfinir un mutualisme plus équitable. Au niveau du passeport africain et de la libre circulation des personnes, 32 États membres ont signé le protocole instituant la communauté économique africaine pour le droit de séjour, le droit d'établissement et la libre circulation des personnes. Toutefois, à ce jour, un seul État membre, le Rwanda, l'a ratifié. De plus, les directives relatives à la conception, à la production et à la délivrance du passeport africain ont été approuvées par l'Assemblée de l'Union africaine en février 2019. En ce qui concerne le réseau panafricain des services en ligne ou universités virtuelles en ligne, les efforts conjugués des pays membres ont permis à plus de 22 000 étudiants d'obtenir des diplômes dans diverses disciplines de premier cycle et de cycle supérieur. Excellences, Mesdames et Messieurs, à mi-parcours de la mise en œuvre du premier plan décennal, il apparaît de plus en plus certain que la transition vers l'Afrique que nous voulons est réalisable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réalisation de l'agenda 2063 est confrontée à plusieurs défis que nous devons ensemble relever. Il s'agit premièrement des difficultés liées à la faiblesse de nos systèmes statistiques, de la faible mobilisation des ressources financières, 3, des disparités dans les niveaux de maturation et de mise en œuvre entre les projets phares, en raison notamment de la non-disponibilité des financements, l'absence d'études de faisabilité, l'insuffisance de personnel qualifié ou d'équipes de projet et la non-ratification par certains États membres qui demeurent des défis importants à relever, des lenteurs dans la communication autour de l'agenda 2063, sa vulgarisation et son appropriation par le gouvernement et au sein des États membres. Exposé très applaudi et qui vient conforter sur la détermination et l'engagement de la nouvelle vague des chefs d'État africains tournés vers le progrès, de faire de l'Afrique une puissance économique et un continent respecté dans le monde. Notons qu'au siège de l'Union africaine, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et toujours à Addis Abeba, en marge de ce 33e sommet de l'Union africaine, le président Alassane Ouattara a pris part au dîner des leaders africains pour la nutrition. Le président ivoirien a dévoilé les efforts de notre pays en matière de lutte contre la malnutrition. L'engagement ivoirien s'illustre à travers notamment la création d'un conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance et l'ouverture l'année dernière ici à Abidjan du centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Voilà, je rappelle que le 33e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie et le président ivoirien participe bien sûr aux travaux qui s'achèvent demain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, désigné nouveau président de l'UA, succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi et il veut œuvrer à la résolution des conflits sur le continent. Viviane Aimé. Ce 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a ouvert ses assises ce dimanche au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, a enregistré une forte présence de participants. Les chefs d'État ont honoré nombreux le rendez-vous. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, tout comme les années précédentes, était présent à cette grande réunion annuelle autour des problèmes et défis du continent.
Le thème retenu pour ce 33e sommet, faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique. Une vision qui est désormais un objectif que l'Union africaine s'engage à réaliser sur le continent africain. Le président de la Commission, Moussa Faki Mahama, dans son exposé sur la situation sécuritaire en Afrique, a mis en évidence l'urgence d'une solidarité des Africains eux-mêmes autour des pays du continent qui sont aux prises avec les attaques répétées des groupes terroristes. Je souhaite vivement que cette solidarité africaine soit le fer de lance de la coalition internationale pour le Sahel qui nous unit avec nos amis et partenaires dans le monde. Sur la Libye, l'Afrique a constamment rappelé de la voix la plus audible son rejet de la solution militaire de cette crise. Je salue et soutiens la décision du comité du haut niveau sur la Libye pour le lancement rapide d'une initiative de paix et de réconciliation en Libye, en harmonie avec les décisions de la conférence de Berlin et conformément au principe de la solution des problèmes africains par les Africains, loin des ingérences extérieures aux agendas rivaux et périlleux pour l'Afrique. Dans le règlement des différents conflits sur le continent, l'Union africaine travaille en partenariat avec les Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu réaffirmer devant l'auguste assemblée des chefs d'État son engagement sans faille à continuer la collaboration étroite de l'ONU avec l'Union africaine. Ce 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a vu la passation de charges entre le président sortant et le nouveau président élu à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a assuré l'exercice 2019, a passé le flambeau au chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa pour l'exercice 2020. L'exercice 2021, a-t-on déjà fait savoir, sera assuré par la République démocratique du Congo. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux en plénière des chefs d'État se sont déroulés au cours de l'après-midi et se poursuivront dans la matinée du lundi. Et le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, ici en Côte d'Ivoire, multiplie les actions pour le rayonnement des entreprises. Il vient justement de prendre part à la première édition des prix Award de la BRVM. Ces prix célèbrent l'excellence sur le marché de l'UEMOA. Ahmed Traoré, Herman Guivé. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, célèbre l'excellence sur le marché financier de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sont au total 7 catégories qui ont été célébrées lors de cette première édition des prix Awards de la BRVM, en plus du prix spécial destiné à la diaspora et du prix spécial du développement de la culture. Le travail bien fait, l'excellence paye et doit être reconnue. Parce que effectivement, il y a des acteurs qui travaillent de façon ardue pour faire développer notre marché, pour faire avancer notre marché à plusieurs niveaux. Une initiative fort appréciée par Daniel Kablan-Duncan, le vice-président. Nous avons besoin de mobiliser l'épargne, soit à travers les différents instruments dont on a parlé tout à l'heure, soit au niveau des emprunts obligataires, soit au niveau donc, disons, de la cotation des sociétés en bourse, etc., de manière à pouvoir financer de plus en plus de manière autonome nos économies. Il y a encore davantage d'actions de sensibilisation au niveau donc de la population, de manière qu'elle sache que c'est un instrument banal qui permet de mobiliser l'épargne et de l'orienter vers le développement. Daniel Kablan-Duncan a exhorté les entreprises ivoiriennes à la saine émulation, leur souhaitant tous ses vœux de succès pour la prochaine édition des Prix Awards de la BRVM. Au plan diplomatique également, la Côte d'Ivoire multiplie les initiatives. Le pays envisage de renforcer sa coopération avec la Suisse. Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, a échangé avec le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio. Ils ont évoqué le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Kader Sogodogo. Son Excellence Anne Lougon-Moulin dans les locaux du Sénat ivoirien à Yamoussoukro. Une visite au président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio.
Un entretien d'une quarantaine de minutes qui a trait au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Nous sommes dans la continuité. Dans la continuité, la belle et grande coopération entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, dont l'initiateur premier, le président Félix Houphouët-Boigny, qui depuis toujours a pris pour modèle de développement, modèle d'équilibre social et de cohésion sociale la Suisse, qui est certes un pays géographiquement petit, mais grand par le type de modèle que la Suisse a toujours donné à l'humanité. Yamoussoukro, pour moi, c'est aussi la première fois que je me rends ici. C'était important que je vienne dans la capitale politique, également voir la basilique. Et en effet, on a des relations qui sont marquées par la stabilité, la confiance et l'amitié entre nos deux pays. Et c'est ça qu'on veut tous poursuivre et qui a été réitéré durant cet entretien excessivement chaleureux. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Suisse sont vieilles de 58 ans. Elles sont intenses dans les domaines de la formation, de la culture et de l'économie. Et je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du commissariat du Hadj. Le commissariat du Hadj informe les candidats au Hadj 2020 et l'ensemble de la communauté nationale que le début des opérations des consultations médicales pré-pèlerinage et d'inscription initialement prévues pour ce lundi 10 février 2020 reporté au lundi 17 février 2020. Le commissariat du Hadj présente ses sincères excuses pour tous les désagréments causés par ce report indépendant de sa volonté, communiqué signé du commissariat du Hadj, Imam Bachir Ouattara. Dans l'actualité également, 1000 jeunes de la commune d'Abobo bénéficient de financement pour booster leurs activités. Jeunes entreprenants, ils ont reçu des chèques d'une valeur de plus de 512 millions de francs CFA. Ces jeunes exercent dans le commerce, les services, l'élevage, l'artisanat et l'agriculture. Et ce qui est bien, ils s'engagent à fructifier leurs entreprises et servir d'exemple aux autres. Didier Nguessan. Commune d'Abobo, plusieurs commerces de détail sont détenus par des jeunes. Pour le développement de ces activités, 1000 jeunes bénéficient d'un appui financier de la part du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Montant total, 512 820 000 francs CFA. Nous, les jeunes d'Abobo, nous, les jeunes bénéficiaires, nous allons investir dans les vrais business pour avoir de bons bénéfices, pour pouvoir rembourser ça, pour que nos petits frères qui sont derrière nous puissent en avoir aussi. Le ministre Mamadou Touré passe en revue la panoplie de programmes en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons le développement des compétences qui permet d'améliorer l'employabilité des jeunes. Nous avons aussi le programme en apprentissage. Et ce programme permet, dès ce mois de février, de recruter 5000 jeunes, mais 5000 autres jeunes qui le seront à travers la direction de la formation professionnelle. Donc au total, 10 000 jeunes. Lorsque nous avons lancé ce programme, on a dit à des jeunes que c'est du pipeau, que c'est parce qu'il y a une élection présidentielle et qu'on prend leur nom, en réalité, il n'y aura rien derrière. Est-ce que ce qui a été dit est vrai? Le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, président de la cérémonie, exhorte les bénéficiaires à bien gérer ces financements. Vous devez travailler à rembourser cet argent pour que du remboursement, on puisse augmenter la dotation pour servir d'autres jeunes. Ne sous-estimez pas ces 400 000, ces 500 000, c'est 1 million qu'on vous donne. C'est un véritable trésor pour vous. Le maire d'Abobo a fait plusieurs dons en numéraire de 2 200 000 francs CFA aux couches sociales présentes à la cérémonie. En juin 2020, 4 141 autres jeunes d'Abobo bénéficieront de financements estimés à plus d'1,8 milliard de francs CFA. Voilà, comme on le voit, le projet Agir pour les jeunes étend sa toile. Les jeunes de l'intérieur du pays bénéficient aussi de fonds. À Boaké, dans la région de Gbeke, 970 jeunes bénéficient d'un financement de près de 500 millions de francs CFA. Et c'est la phase 2 du projet. Ces jeunes porteurs de projet ont reçu leur chèque hier samedi. Témoignage signé Kader Sogodogo. Le boulevard du carnaval de Boaké est noir de monde.
La région de Gbeke, dans toute sa diversité, est sortie pour accueillir le programme Agir pour les jeunes qui, dans sa phase 2, attribue un financement global de 497 435 400 francs CFA à 970 jeunes porteurs de projets, dont 353 femmes. L'engagement du gouvernement ivoirien à faire reculer le chômage des jeunes est en action. J'ai entendu le secrétaire exécutif d'un parti politique dire que les jeunes qui reçoivent les chèques doivent justifier de leur carte de militant du RHDP. Est-ce qu'on vous a demandé votre carte de militant avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre origine politique, ethnique avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre religion avant de vous financer? L'égalité de chance est le credo du gouvernement, du président Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Lorsque les dispositifs se mettent en place, levez-vous, allez tester le dispositif. Des jeunes qui, à travers des projets individuels ou collectifs, vont booster l'agriculture, le commerce, l'artisanat et les services dans le Gbeke. Une occasion également de sortir des vicissitudes de la vie. Ça va nous permettre de développer nos activités, de aussi relancer un peu le secteur économique de la ville. Et nous disons merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Au nom des cadres de Gbeke, c'est le ministre de la Communication et des Médias qui avait à ses côtés les ministres Amadou Koné et Jean-Claude Kouassi qui a traduit la reconnaissance de tout le Gbeke au gouvernement. Gbeke est redevable en tout mot au président Alassane Ouattara. Son amour pour les jeunes de Gbeke n'est pas à compter. Bouaké est la 10e étape du programme Agir pour les jeunes. Cette deuxième phase va coûter environ 11 milliards de francs CFA à répartir entre 19 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Un décret relatif à la formation professionnelle par apprentissage a été pris le 6 février 2019. Mais que dit clairement ce décret? Qu'est-ce que l'apprentissage? Autant de questions évoquées dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il a reçu Thio Nangalourou, le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Je vous propose un extrait de leur entretien. C'est une nouvelle modalité de formation qui est en train de se déployer dans le dispositif de formation professionnelle qui est beaucoup plus centré sur l'apprentissage du métier, l'exercice du métier auprès d'un tuteur en entreprise. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de déployer la modalité duale. Il s'agit d'étendre la formation sur 2 lieux de formation. Une partie de la formation se fait dans le centre de formation pour acquérir les compétences générales, la formation complémentaire théorique et les connaissances technologiques. Et la seconde partie se déroule auprès d'un tuteur, d'un maître d'apprentissage dans une entreprise pour exercer effectivement le métier, acquérir les compétences, avoir un vécu d'entreprise et une expérience professionnelle. Et tout ce dispositif se met en place pendant le processus de formation. En Côte d'Ivoire, il y a une répartition de temps qui a été faite selon le décret qui a été pris auprès du maître d'apprentissage, l'apprenti, l'élève que nous appelons apprenti, à 75% qui est consacré à l'exercice du métier en entreprise dans l'unité de production. Ce qui constitue en même temps pour lui une expérience professionnelle. Et cette expérience de temps de formation est comptabilisée comme une expérience professionnelle sur son CV. Ce qui règle la question de l'expérience professionnelle qui est souvent demandée aux primo-demandeurs d'emploi. Donc c'est une des formations du type formation insertion et c'est une formation du type partenariat public-privé. Et autre action est saluée dans le secteur privé, la revalorisation des primes de transport. L'arrêté a été pris le 30 janvier dernier par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Employés, employeurs et organisations syndicales dont leurs avis et propositions sur ces primes mensuelles de transport des travailleurs décidées par le gouvernement. Grâce Kando. Les primes mensuelles de transport allouées aux travailleurs du secteur privé revalorisées. Ceux exerçant dans le district d'Abidjan ont désormais 5 000 en plus. De 25 000 francs CFA, ils passent à 30 000 francs CFA. Les travailleurs de la ville de Bouaké ont connu une augmentation de 3 000 francs CFA. Ils ont une prime de transport de 24 000 francs CFA contre 21 000 francs CFA auparavant. Et les autres villes, 20 000 francs CFA au lieu de 17 000 francs CFA.
Un tour dans cette entreprise chargée de travaux électriques pour constater l'effectivité de cette mesure. Ce mois de janvier, le salaire a connu un changement au niveau de la prime du transport. Un plus pour le salarié, pour l'encourager. Dans une société, il faut que le travailleur puisse vraiment se sentir à l'aise. Donc chaque décision qui est prise, qui est de nature à pouvoir arranger le travailleur, nous, on ne peut que saluer cela. Nous sommes partenaires du gouvernement. Nous faisons partie des acteurs du pays. Donc c'est normal qu'on applique tout ce que le gouvernement décide. Dans la rue, les travailleurs se prononcent aussi sur cette mesure. L'augmentation de la prime est bienvenue parce qu'à Abidjan, pour se déplacer, c'est difficile. Et si le gouvernement a pensé à nous, c'est une très bonne chose. Le transport est trop cher. Nous augmenter de 5 000 sur la prime du transport, c'est une bonne chose. Mais en fait, il faut que l'employeur aussi s'exécute. Les organisations syndicales saluent aussi cette mesure prise par le gouvernement. Cet accord qui a été signé, là, ça concerne toutes les entreprises. Mais aussi, il y a des entreprises qui étaient largement au-dessus de ce taux-là. Cette mesure aussi les concerne. Ils n'ont pas à dire que, comme nous, on était déjà largement au-dessus, on n'y paye pas. Ça concerne tout le monde. Le gouvernement a pris la mesure, vraiment, elle est salutaire. Le gouvernement est non seulement patron, parce qu'ils sont employeurs de ressources importantes de personnes, mais ils sont aussi la puissance et la force publique, qui est sa force régalienne. C'est-à-dire l'ensemble des centrales syndicales qui ont participé, contribué, qui ont conçu ce projet qui aujourd'hui a pu voir le jour à la satisfaction de l'ensemble des travailleurs, et j'allais dire à la satisfaction de toute la Côte d'Ivoire. La mesure de valorisation de la prime de transport s'applique aux travailleurs dont le contrat est régi par la loi portant Code du travail. L'arrêté a été signé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale le 30 janvier dernier. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Ahmed Traoré et Herman Guivé. Benyamin Netanyahou a discuté lundi dernier de la normalisation des relations entre le Soudan, pays majoritairement arabe et musulman, et Israël lors d'un entretien en Ouganda avec le chef du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. À côté palestinien, la rencontre a été fermement condamnée. Un mandat d'arrêt a été déposé à l'encontre de Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain, alors que son procès dans une affaire de pot de vin avec le géant de l'armement français Thales devait commencer. Pour sa défense, l'ancien président sud-africain qui ne s'est pas présenté devant la justice le 4 février dernier assure avoir des problèmes de santé. Dans un message vidéo envoyé mercredi dernier à ses 27 000 employés, Augustus Tang, le nouveau patron de Cathay Pacific, la compagnie aérienne emblématique de Hong Kong, a dressé un portrait alarmant de la situation. Augustus Tang a demandé à chacun des employés de prendre 3 semaines de congés non payés entre le mois de mars et le mois de juin. Dans le dossier israélo-palestinien, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, était à l'ONU le jeudi dernier pour présenter le plan de paix américain qu'il a imaginé aux membres du Conseil de sécurité, alors que le président palestinien Mahmoud Abbas était attendu avec un projet de résolution sous le bras. La mort du docteur ophtalmologue Li Wenliang, un jeune médecin victime du coronavirus, a été confirmée vendredi dernier par l'hôpital central de Wuhan. Elle a suscité une tempête de réactions en Chine. Arrêté puis réhabilité, il a été parmi les premiers à révéler l'existence d'une épidémie de pneumonie virale sur le marché aux fruits de mer de Wuhan fin décembre. Un soldat thaïlandais a tiré sur plusieurs personnes à l'arme automatique hier samedi dans une localité du nord-est de la Thaïlande. Le bilan s'élève à 17 morts et 14 blessés. Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur d'innocentes victimes. Les autorités sont toujours à sa poursuite. Elles l'ont identifié comme étant l'adjudant-chef Jacques Apante Thomas. Ils sont 7 millions de Camerounais qui élisent ce dimanche 9 février leurs députés et conseillers municipaux. Une partie de l'opposition appelée à boycotter ces élections. Toutefois, le parti du président Paul Biya part favori à ces scrutins. L'enjeu des résultats réside dans la participation.
Voilà, ainsi va le monde cette semaine. Je rappelle, avant de nous séparer, ce communiqué du commissariat du Hajj. Le commissariat du Hajj informe les candidats au Hajj 2020 et l'ensemble de la communauté nationale que le début des opérations des consultations médicales, pré-pèlerinage et d'inscription initialement prévues pour ce lundi 10 février 2020 est reporté au lundi 17 février 2020. Le commissariat du Hajj présente ses sincères excuses pour tous les désagréments causés par ce report indépendant de sa volonté. Et pour le commissariat du Hajj, Imam Bachi Ouattara. Fin de ce 20h à 23h, retrouvez Kolo Klubali. Très belle soirée et très belle reprise de lundi.